De retour dans l'Africaine, nous avons notre invité Maïs Mouissi, consultant bancaire, ainsi que nos éditorialistes Daouda Tal et Joël Monluy sont toujours avec nous. Le bilan économique du mandat de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est-il satisfaisant si de nombreuses avancées ont été faites, telles que l'accélération du processus de l'industrialisation ou encore la place de numéro 1 économique du continent? Ces détracteurs, quant à eux, restent sceptiques, preuve à l'appui. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Olignoye. Quel bilan économique pour le gouvernement du président Goodluck Jonathan? Le taux d'inflation au Nigeria est resté à un chiffre. Des milliers de kilomètres de fibres optiques pour faciliter l'accès à Internet ont été installés et le processus d'industrialisation s'est accéléré. Ce sont autant de réalisations à l'actif du chef de l'exécutif sortant. Pour le ministre des Finances, le nouveau président de la République héritera d'un pays où les indicateurs économiques sont au vert. Vous ne pouvez pas nier que le ministre du Commerce et de l'Investissement a fait un plan de révolution industrielle et qu'il y a des usines qui se sont créées au Nigeria. Aujourd'hui, on a la fabrication et l'assemblage de voitures. Nous avons élargi notre production de ciment à une capacité de 28 millions de tonnes métriques. Vous ne pouvez pas refuser le fait qu'il y ait 3 900 jeunes appelés You-Winners aujourd'hui. Mais pour les partisans du président élu Muhammadu Buhari, la situation n'est pas satisfaisante. De nombreuses réformes macroéconomiques promises n'ont pas été réalisées. Ils n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Ils avaient promis 3 millions d'emplois en un an. À part le programme YouWin, qui dans une certaine mesure a été un succès, il n'y a pas eu de grande réalisation dans le domaine macroéconomique. L'équipe du président élu Muhammadu Buhari promet de redresser l'économie et d'assainir les financements publics dans un délai de 9 mois. Maïs, je me tourne vers vous. Vous êtes un spécialiste de l'économie. Comment jugez-vous le bilan économique du président Goodluck Jonathan? Je dirais mitigé. Mitigé parce qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Sur les points positifs, on notera quand même que le Nigeria est devenu première puissance économique d'Afrique sous le magistère de Goodluck Jonathan. Et ce n'est pas rien. On notera aussi que sous son magistère, la croissance du Nigeria a toujours été de l'ordre de 5% et plus. C'est bien, notamment tiré par les revenus pétroliers. C'est beaucoup plus mitigé, et ça a été dit, sur la question de l'emploi. Il se trouve que le Nigeria est un pays pétrolier, et comme la plupart des pays pétroliers, il y a ce qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est-à-dire que la croissance tirée par les revenus pétroliers a très peu d'impact sur l'emploi. C'est ce qu'on appelle une croissance non inclusive. Pourquoi? Parce que le secteur pétrolier est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui emploie très peu. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, une plateforme pétrolière peut être... on peut la faire tourner avec 10 personnes sur la plateforme pétrolière. Donc, ce n'est pas un secteur très employeur. Donc, il faut trouver les politiques susceptibles de faire en sorte que les revenus que l'on tire du pétrole, on puisse les transformer de façon à créer sur d'autres secteurs de l'économie des emplois et faire en sorte qu'on ait une croissance auto-entretenue, c'est-à-dire qu'un pays, par ses propres moyens, par ses industries, crée sa propre croissance et que sa consommation tire la croissance d'année en année, comme on peut le voir en Europe. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer de l'emploi et à réduire les inégalités. Donc de ce point de vue, est-ce qu'il y a eu de la croissance? Il y a toujours eu de la croissance. Est-ce que le Nigeria a progressé? Le Nigeria a progressé. Est-ce que les inégalités se sont accrues? Les inégalités se sont accrues. Tout a été dit, Daouda. Est-ce que vous partagez l'avis de Maïs, un bilan en demi-teinte? Oui, ça, je partage son avis effectivement sur le caractère, entre guillemets, demi-teinte du bilan de Goodluck Jonathan. Maintenant, au niveau des avancées, je m'avancerai un petit peu moins parce que je pense que quand même, quand on regarde les inégalités au Nigeria, elles se sont accrues. Et ce qu'on appelle en économie l'indice de Gini, qui est quand même un indicateur qui mesure les inégalités, à mon avis, ça joue aussi sur le calcul de l'indice du développement humain. Et un pays qui est décrit comme la première économie d'Afrique et qui affiche autant d'inégalités entre les plus riches et les plus défavorisés,
à mon avis, ça devient même juste indécent, en fait, tout simplement. Donc, au niveau des indicateurs macroéconomiques, je suis d'accord avec Maïs, effectivement, mais dans la réalité du terrain, je pense que le Nigeria peut faire meilleure mine par rapport à ce qu'elle affiche aujourd'hui, surtout dans le Nord. On sait très bien qu'il y a des écarts impressionnants, des entreprises fermes, il y a Boko Haram, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est le problème des économies de rente, effectivement. Quand la rente que vous tirez dans le pétrole, il a très bien raison à ce niveau-là, vous ne le réinvestissez pas dans des secteurs productifs qui créent de l'emploi, l'économie, à un moment donné, elle tombe en panne. Là, comment on peut constater cette panne, à mon avis, c'est au niveau des inégalités. Est-ce que les populations arrivent à avoir accès aux soins de santé, à l'éducation, à bien se nourrir, etc. Aujourd'hui, malheureusement, dans la première économie d'Afrique, on en est encore un peu loin. Espérons que le nouvel espoir suscité par Mohamed Bouhari soit transformé de façon concrète. Joël, bilan mitigé pour vous aussi ? Pareillement, je ferai juste une petite précision concernant le fossé économique qui effectivement s'est créé entre le sud plus riche et le nord qui est confronté purement et simplement à l'effondrement de toutes les entreprises publiques et de son économie. Il ne faut pas oublier notamment, et c'est en grande partie la cause du déclin économique du nord qui est aussi malheureusement ensanglanté par la secte Boko Haram, c'est l'absence d'investissement et de réformes sociales de fond qui avaient été promis initialement et qui n'ont jamais été enclenchés et qui ont entraîné ce déclin. Le gouvernement marocain a adopté un projet de loi réglementant l'assurance islamique. Ce nouveau projet de loi prévoit l'introduction de l'assurance Takafoul, qui signifie solidarité en arabe. Il modifie et complète le code actuel des assurances. Un conseil des oulémas sera ultérieurement chargé de se prononcer sur la conformité de ces produits à l'islam. Birama Saouniara. Au Maroc, la réglementation de l'assurance islamique constitue une des priorités pour le gouvernement. Il a adopté le 14 mai 2015 un projet de loi pour réglementer ce secteur. Objectif, rendre plus souple le code des assurances. C'est justement pour permettre aux futurs acquéreurs de ne pas avoir à subir un surcoût en appliquant la finance islamique. C'est pour ça que le législateur marocain est appelé à s'adapter et à adapter son arsenal juridique et notarial afin d'être conforme aux souhaits et aussi à la volonté à la fois des banques, des financeurs, mais aussi des usagers, des consommateurs et des investisseurs. Le projet de loi du gouvernement prévoit d'introduire l'assurance Takafoul. Il s'agit d'un système de garantie coopérative où le risque est partagé entre souscripteurs qui se portent mutuellement assistance. Avec l'assurance Takafoul, les souscripteurs restent propriétaires des fonds et tout surplus après versement des indemnités est redistribué équitablement ou réinvesti. L'assurance classique repose sur un recours aux intérêts et un recours à un financement traditionnel. Alors qu'un takafoul, c'est dans les versets du Coran, le Coran dit Dieu a permis le commerce mais interdit l'usure. Et c'est dans ce sens-là que le takafoul est jugé comme une action commerciale classique où il y a partage des bénéfices et le partage aussi des risques. Takafoul, il est du même acabit que d'autres formes comme al-musharaka, la participation. Le chiffre d'affaires du secteur des assurances au Maroc a atteint 28,4 milliards de dirhams en 2014. Des résultats en hausse de 6,3% par rapport à 2013. La finance islamique a été évaluée à 10 000 milliards de dollars en 2014 contre 1 600 milliards de dollars en 2013 à l'échelle mondiale. Alors pour resynthétiser le principe de Takafoul, c'est une assurance fondée sur le principe de solidarité. Il s'agit pour les membres de mettre leur argent en commun pour bénéficier d'une garantie mutuelle contre des pertes ou des dommages. Les excédents constituent des réserves pouvant être utilisées plus tard. Maïs, je me tourne vers vous. Comment jugez-vous cette nouvelle forme d'assurance et plus généralement cette finance islamique qui a la cote en Afrique? Ce n'est pas une nouvelle forme d'assurance.
l'assurance islamique, c'est quelque chose qui existe. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le principe de fonctionnement de la finance islamique en général, c'est un principe d'engagement réciproque. Lorsqu'on regarde les autres produits de la finance islamique comme la Moudaraba, la Moujaraba ou bien Ijara, ce sont toujours des produits à engagement réciproque entre le prêteur. Je ne dirais pas prêteur, parce qu'en finance islamique, on ne dit pas prêteur, parce que le prêt est censé être haram, mais le prêteur et l'emprunteur sont liés par un engagement réciproque sur la valeur du prêt. Et donc, c'est important, dans tous les engagements financiers, qu'ils soient couverts par une assurance qui doit elle-même être couverte, si on voulait aller plus loin, par ce qu'on appelle une réassurance. Et c'est l'un des points où on pêche beaucoup en Afrique. On a aujourd'hui, que ce soit au Maroc pour la finance islamique, mais même dans la finance classique, lorsque quelqu'un veut faire un prêt, on regarde les garanties qu'il a. Si jamais les garanties permettent de couvrir le prêt, alors que dans les faits, il y a toujours une marge, un aléa entre les deux, on accorde le prêt. Sinon, on n'accorde pas le prêt parce qu'il n'y a pas le principe de l'assurance. Le banquier se dit, il me demande de l'argent, il n'a pas la garantie nécessaire, je ne suis pas sûr d'être remboursé parce qu'il n'y a pas d'assurance, donc je ne lui prête pas et je ne finance pas l'économie. Donc il faut mettre en place des assurances, que ce soit dans la finance islamique ou en dehors. Et puis, il faut les généraliser. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le code des assurances de la plupart des pays africains, on a une assurance obligatoire, c'est l'assurance automobile. L'assurance habitation, par exemple, qui est obligatoire dans les pays occidentaux, n'est pas obligatoire dans les pays africains. Alors que lorsqu'on regarde le taux de sinistralité, en ce qui concerne les inondations, les incendies de logements, etc., on devrait être dans des pays où l'assurance habitation, par exemple, devrait être obligatoire. C'est la raison pour laquelle, dès lors qu'on a engagement financier, il faut immédiatement adosser l'engagement financier par une assurance, elle-même couverte par une réassurance. Ça permet de solvabiliser le système financier, d'une part, et de faire en sorte de ramener la confiance entre les différents acteurs. Alors, Daouda, cette nouvelle forme d'assurance au Maroc, puisque le Maroc est en train de légiférer dessus, qu'est-ce que ça veut dire que la population est de plus en plus sensible aux préceptes de l'islam au Maroc ? Il y a de ça, mais je pense qu'on ne peut pas l'expliquer que par rapport à ça, puisque c'est un produit, à mon avis, qui va aussi connaître son succès dans des pays ou auprès des populations même non musulmanes. Il n'y a pas forcément un lien direct entre la finance islamique et la religion de la personne. Nous, on l'a vu avec des pays qui ont émis des soukouks alors qu'ils n'étaient pas majorité musulmane. Exactement, Amira, et je pense que là, ce sera la même chose, ce type d'assurance, dès l'instant qu'elle répond aux attentes, en tout cas des souscripteurs. À mon avis, ça peut être très intéressant. Je vais juste relever une chose en plus, c'est que à la différence des assurances classiques, les souscripteurs sont propriétaires des fonds qu'ils mettent dans ces assurances. Or, dans le circuit classique, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, c'est quand même un élément qui est important parce que ça rassure également ceux qui souscrivent. On pourrait presque comparer ça aux mutuelles, sauf qu'il y a cette différence de propriété des fonds, en fait. Parce que finalement, les mutuelles ne partagent pas non plus les bénéfices. Elles peuvent en faire. Les mutuelles classiques qu'on connaît dans les pays en développement ne distribuent pas les bénéfices aux actionnaires. Pareil pour ce type d'assurance de la finance islamique, à la différence qu'on reste quand même propriétaire des fonds qu'on a mis, et ça, à mon avis, c'est un élément important. Joël, la finance islamique, c'est une alternative à la finance classique? Oui, tout à fait, d'autant qu'on est en présence, si on revient sur l'assurance d'un marché qui est en forte croissance, qui existe depuis les années 80. Si on regarde entre 2007 et 2011, les actifs bancaires islamiques ont cru de 21%. Donc évidemment, c'est le secteur où il faut aller. En plus, on a justement cette potentialité économique derrière extrêmement importante. Et il y aurait énormément de belles choses à faire. Le Maroc aurait donc tort, étant donné que derrière il y a une envie de la population, le Maroc aurait tort de ne pas s'y engouffrer. Merci Joël d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous également Daouda. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et merci à vous Maïs. Merci Amira. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa News, ça continue. On se retrouve demain pour un dossier du jour consacré à la modernisation du café camerounais. À très vite.